salut à tout le monde, salut à tous nos abonnés. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Juste Tutoriel. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec un truc très intéressant que nous allons voir. Je crois la séance passée, on a pu expliquer la traction et la compression. On a démontré toutes les formules possibles qu'on peut utiliser en traction ou en compression. On a vu aussi la flexion, on a vu la torsion, on a vu toutes sortes de flexions. Mais aujourd'hui, nous allons revenir maintenant pour voir la pratique de la traction et la compression. Donc, nous voyons tout simplement la traction et la compression. On fait quelques applications et on passe à d'autres sollicitations. Mais seulement aujourd'hui, nous allons faire des sollicitations qui prennent encore l'effort normal, en compte l'effort normal. Donc, nous avons la traction et la compression. Je crois que cette séance de cours est vraiment dédiée à nos amis qui font les options techniques telles que la mécanique, l'électricité, la construction, toute option technique confondue. Ils peuvent suivre ces cours sans problème. On peut les appeler, ce sont nos amis des humanités en fait. Nos amis des humanités, construction mécanique générale, électricité, voire même l'électronique, toute option technique. Tout le monde qui prenne la résistance des matériaux. Ceci vous concerne. Je peux remonter encore pour aller dans des universités et instituts supérieurs. La résistance des matériaux de base est là. Donc nous allons essayer de voir la traction et la compression. Alors, nous allons commencer. On commence. Définition. Quand est-ce qu'une pièce est sollicitée à la compression? Quand est-ce qu'une pièce est sollicitée à la traction? La fois passée, on a dit, je répète, qu'une pièce est sollicitée à la traction ou à la compression. Je prends les deux à la fois. Ici, je mets la traction, là, je mets la compression. Une pièce est sollicitée à la traction lorsque les efforts qui lui sont appliqués, les efforts normaux bien sûr, l'effort normal, lorsque les efforts qui lui sont appliqués tendent à l'allonger, là nous avons la traction. Lorsque ces efforts tendent à comprimer la pièce, nous avons la compression simple. La compression simple. Ici dans la définition, nous avons une pièce qui est là. Cette pièce a une longueur que j'appelle L. À la traction, à la compression aussi, nous avons une pièce qui est là. Cette pièce a une longueur que j'appelle L. Alors, vous allez comprendre que ici, à la traction, les forces qui sont appliquées pour la traction, les forces tendent à allonger la pièce. Nous avons la force F, nous avons aussi F. Alors, cette longueur, ici on est à la traction, cette longueur qui était de L devienne L plus delta L à la traction. Donc nous aurons, cette barre va s'allonger de cette manière ici. La barre s'allonge et ici j'aurai delta L sur 2. Là j'aurai aussi delta L sur 2. Et la longueur totale ici devient L plus delta L. Ici, nous sommes à la traction. Nous sommes à la traction, delta L est positive. Donc, la pièce qui avait une longueur L devient L plus delta L. Nous sommes à la traction. Donc, c'est ce qu'on a dit, et c'est ce qui interprète même la définition pour dire que les forces qui sont appliquées sur cette pièce tendent à allonger la pièce. Ici, nous sommes à la traction sans problème. Ici encore, nous sommes à la compression. Ici, les forces qui lui sont appliquées tendent à raccourcir la pièce. Donc, F, F. Et la pièce qui était là, la longueur qui était L, devient comme ça. Ici, nous avons delta L sur 2. Là, nous avons delta L sur 2. Et la longueur devient L plus delta L. L plus delta L. Ici, delta L sera négatif. Mais seulement, si delta L est négatif ici, ici nous aurons L moins delta L. Il y aura raccourcissement.
Ici, delta L est positif. Si delta L est positif, L plus delta L, on a une longueur de plus. Donc ici, vous allez comprendre qu'à la compression, vous pouvez prendre L plus delta L en considérant delta L comme étant négatif, tout comme vous faites L moins delta L. Là, delta L est négatif. Est toujours négatif en fait. Donc vous allez retrouver, si vous retrouvez la formule générale à la traction ou à la compression L plus delta L, à la traction, sachez très bien que à la traction delta L est positif, mais à la compression delta, le même delta L ici est négatif. Donc en quelque sorte, c'est ça. Alors là, c'était la traction et la compression, la définition. Par définition, en fait, c'est ça. Alors, 2. Nous allons faire l'essai des tractions. L'essai des tractions d'une barre. Essai des tractions d'une barre, bien sûr. Et nous avons l'essai à la traction. Alors, nous avons un diagramme à la traction. Ce diagramme ici, en Y, nous avons la force. Et ici, nous avons la déformation unitaire, epsilon. Alors, on va essayer de voir les comportements de la barre par rapport à cet essai de traction. Alors, je viens ici. Lorsque nous faisons l'essai de traction d'une barre, il faut savoir que nous avons 3 zones. Donc, généralement, nous avons 3 zones. Nous avons la première étape, nous avons l'élasticité, nous avons la plasticité et nous avons la rupture. Nous allons essayer de représenter ça ici. Alors, ici nous avons l'élasticité, là nous avons la plasticité et nous avons la rupture. Voilà. Ici nous avons les forces. Je prends un cas, je me dis, à partir d'ici, ça c'est une zone élastique. Cette zone OA est une zone élastique. Là, nous avons une zone plastique. Et vous allez comprendre comment est-ce que ça s'interprète. Plastique. Et là, nous avons la rupture qui intervient. Donc nous avons A, B et le point C. Le point C, quelque part ici. Ici, on peut avoir une force, la force que j'appelle FE. Un truc comme ça. Et là, je peux avoir aussi une force que j'appelle FR, par exemple, à la rupture. Alors, il faut bien comprendre ceci. Ici, ça veut dire quoi? Ici, nous avons la zone élastique. Dans cette zone élastique, on nous dit la charge varie en fonction de la déformation. Donc c'est ici où il y a cette droite, d'ailleurs on appelle cette droite la droite de Hooke. Voilà, la droite de Hooke. Donc c'est une droite qui respecte le principe de Hooke. La contrainte est proportionnelle à la déformation. Donc la charge est proportionnelle à la déformation. C'est ici. Ici, lorsqu'on augmente la charge, vous allez voir, lorsqu'on augmente la charge, si la charge est ici, j'ai une déformation. J'augmente la charge, la déformation augmente. J'augmente, la déformation augmente. Ici, il y a le respect de la loi de Hooke. Donc, lorsque la charge augmente, la déformation augmente ici aussi. Là, c'est dans la zone élastique. La loi de Hooke n'est applicable que dans la zone élastique. Dans la zone plastique, la loi de Hooke n'est pas applicable. Alors, ici, vous allez remarquer, lorsque nous quittons ici, jusque là, on atteint la limite élastique. Sur ces points ici, on atteint la force qui est la limite élastique. Alors, arrivé là, de A jusqu'à B, vous allez remarquer que cette barre ici, l'allongement augmente. L'allongement augmente, mais la force n'augmente pas. Si vous regardez bien, cette force ici n'augmente pas, mais la déformation augmente. Là, nous sommes dans la zone plastique. Maintenant, arrivé là, au point B, la plasticité s'arrête. Et là, on commence l'allure de la rupture. Mais seulement l'allure de la rupture, à l'intérieur de cette zone, nous avons une zone que nous appelons l'astruction.
L'instruction, en fait, c'est lorsque la barre commence à diminuer le diamètre pour se casser. Donc, vous avez une barre qui était comme ça, et la barre fait ceci. Donc, la barre commence à diminuer le diamètre pour se casser. Là, nous sommes dans l'instruction. Donc, c'est dans cette zone ici. C'est dans cette zone ici qu'on a appelé rupture. Il y a déjà l'instruction et il y a la rupture proprement dite. Donc, dans cette zone, nous avons trois zones. Nous avons cette zone qui est la zone élastique, et nous avons la plasticité, et nous avons la rupture. Je crois que vous avez très bien compris lorsque nous faisons l'essai à la traction d'une barre. Je répète bien. Nous prenons une barre. Là, nous sommes au laboratoire. Nous prenons une barre que nous appelons l'éprouvette, bien sûr. Nous appliquons une charge de traction. Lorsque cette barre s'allonge, en appliquant la charge, on augmente la charge, la barre s'allonge, nous sommes dans l'élasticité. Et lorsque l'élasticité termine, nous entrons dans la plasticité. Là, la barre s'allonge, mais la force n'augmente pas. Donc là, c'est la zone plastique. Mais dans la zone de rupture, là, la barre se casse. Et tout ceci nous permet de déterminer la contrainte admissible ou la résistance pratique au laboratoire. C'est ça, en fait, l'importance de cet essai de traction. Donc cet essai nous permet d'avoir la résistance pratique que nous pouvons utiliser dans les calculs. Alors, à part l'essai de traction, nous allons voir le troisième point, c'est la contrainte de traction. 3. Contrainte de traction. Et traction par compression. Traction-compression. Cette contrainte a été déjà démontrée et on avait trouvé la contrainte normale. J'appelle bien la contrainte normale. Donc c'est une contrainte due à l'effort normal. La contrainte normale sigma était égale à la force divisée par la section. C'était démontré comme ça. Ça provient d'une intégrale, donc d'une intégration qu'on a pu faire en amont. Il y a des vidéos précédentes que vous pouvez suivre. Et la contrainte, là, c'est la contrainte normale que j'appelle sigma n. Nous avons aussi une contrainte tangentielle qui provient aussi de cette même démonstration qui vous dit sigma tangentielle égale à sigma sur 2. Là, c'est la tangentielle max. La tangentielle max. Alors, vous allez voir aussi dans la démonstration au cisaillement comment est-ce que nous allons trouver cette contrainte ici. Donc, la tangentielle max peut atteindre sigma normal par 2. Alors, nous sommes là, mais ici nous sommes en traction et à la compression. Nous allons utiliser cette contrainte normale. Donc, la contrainte normale. Pourquoi la contrainte est appelée normale? Pourquoi la contrainte est appelée tangentielle? Donc, cette contrainte est appelée normale parce que la force est normale. En fait, nous avons une section comme ça. Là, c'est notre pièce. Lorsque nous opérons une coupure là, la charge qui est appliquée sur cette pièce est perpendiculaire à la surface. Donc, la charge est perpendiculaire à la section de coupure. Du fait que cette charge est perpendiculaire à la section, cette contrainte est normale. Cette force est normale. Mais la charge tangentielle, c'est la charge qui est sur la surface. En fait, c'est une charge de cisaillement. Donc, la contrainte de cisaillement ou la contrainte tangentielle est créée par cette force, Ft, et l'autre est créée par la force normale. Donc, l'effort normal que nous allons appeler N. Donc, on peut écrire F sur S ou N sur S. Alors, dans la notation, normalement, on devrait écrire sigma égale normal, bien sûr, N sur S. Vous pouvez voir dans des livres, on vous écrit F sur S ou N sur S. Si on est à la traction ou à la compression, c'est toujours la même formule. Donc, N est normal, F est normal, sans problème. Et en dehors de ça, nous avons le quatrième point. Nous allons essayer de faire 4. Nous interprétons la loi de Hooke. La loi de Hooke. La loi de Hooke. Dans cette loi, on nous dit la contrainte est proportionnelle à la déformation.
Donc la contrainte est proportionnelle à la déformation. On nous dit sigma, cette contrainte normale, égale au module d'élasticité sur l'epsilon, qui est la déformation unitaire. C'est une formule qui a été aussi démontrée dans notre vidéo précédente. Alors, connaissant cette formule provenant de la loi de Hooke, cette même contrainte égale à l'effort normal divisé par S. Et je peux dire epsilon ici, la déformation unitaire égale à N sur ES. Or, epsilon nous donne delta L sur L. Delta L qui est l'allongement total, L qui est la longueur initiale. Ceci égale à N sur ES. Et je peux déduire delta L qui sera N, L sur ES. Là, nous avons notre déformation ou l'allongement ou les raccourcissements, quel que soit les cas, la compression ou la traction. On peut vous demander aussi de trouver l'allongement en pourcentage. Pour déterminer cet allongement en pourcentage, en fait c'est l'epsilon, l'allongement unitaire bien sûr en pourcentage. Pour ce faire, il suffit de faire l'epsilon ici en pourcentage. Donc cet allongement qui est total, je divise par la longueur et je multiplie par 100. Donc si on me demande epsilon en pourcentage, sera delta L sur L multiplié par 100%. Là, c'est les pourcentages d'allongement. À la traction, bien sûr. Nous avons les pourcentages d'allongement. Et après avoir traité la loi de Hooke, le cinquième point, nous allons partir un peu plus rapidement afin de faire nos exercices. Je crois que toutes les formules ont été déjà démontrées. Le cinquième point, nous allons faire le dimensionnement. Le dimensionnement. C'est dimensionnement à la traction et à la compression. 5. Dimensionnement. Dimensionnement. Voilà. Dans les dimensionnements, nous avons 5.1. Nous avons ce que nous appelons l'inéquation d'équarrissage. Donc, inéquation d'équarrissage. D'équarrissage. L'inéquation d'équarrissage. Ici, on veut nous dire quoi? On veut nous dire tout simplement que lorsque nous voulons faire les dimensionnements en fait c'est quoi? Il y a des gens qui entendent bien dimensionnement, mais ils ne comprennent pas en fait les dimensionnements c'est quoi? Les dimensionnements en fait c'est une opération qui consiste à déterminer le côté, les dimensions transversales de la pièce qui peuvent résister en toute sécurité face à la force appliquée, donc face à la charge appliquée. C'est ça en fait les dimensionnements. Nous allons essayer de dimensionner bien sûr, de trouver la section transversale de notre pièce par rapport à la charge qui est appliquée. Mais pour déterminer cette dimension, ces dimensions transversales, il faut partir de cette inéquation que nous appelons d'équarrissage. Donc, il faut partir de la résistance pratique, la résistance que nous appelons la résistance pratique. Nous avons cette inéquation. On nous dit la résistance que nous appelons la résistance pratique ou la contrainte admissible. Hein? La résistance pratique ou la contrainte admissible. Cette contrainte doit être inférieure ou égale à la résistance élastique divisée par le coefficient de sécurité. Voilà. Donc vous allez voir une inéquation là. Alors, la résistance admissible, c'est la résistance que nous allons utiliser pour les dimensionnements, doit être inférieure ou égale à la résistance élastique divisée par un coefficient de sécurité. Connaissant cette résistance, ces rapports ici, connaissant aussi la résistance pratique, vous pouvez procéder maintenant au dimensionnement sans problème. Sans problème. Alors, nous allons partir encore. On nous dit, cette résistance
La résistance, comme nous pouvons calculer, bon, j'appelle ça la contrainte. J'appelle ça la contrainte. Cette contrainte ici, la contrainte normale, doit être égale à l'effort normal divisé par S. Dans ces cas ici, l'effort normal n'a pas, il n'y a pas, en fait, on n'a pas pris en fait le poids propre de la pièce ici. Donc, au cas où nous considérons seulement l'effort qui sollicite la pièce, ici nous allons faire N sur S. Ici, on a négligé le poids propre de la pièce. Sigma égale N plus P sur S. Ici, nous considérons le poids propre de la pièce. Donc, ici, on dit poids propre négligé. Ici, poids propre pris en compte. Voilà, nous allons essayer d'utiliser dans le dimensionnement, nous allons essayer d'utiliser ces deux ici. Nous allons essayer d'utiliser ces deux. Alors, après ça, après cette inéquation ici, nous allons faire le dimensionnement proprement dit. Le dimensionnement proprement dit. Nous allons déterminer en fonction de cette résistance ici. Donc, vous pouvez voir, on vous écrit RP comme résistance pratique, qui est aussi la contrainte admissible. Donc ça peut s'écrire comme ça, ou ça peut s'écrire comme ça, avec sigma ou avec RP. Il faut bien comprendre, et vous allez bien comprendre aussi plus lorsque nous allons faire les exercices, les applications que nous allons faire, vous allez plus comprendre toute l'application de ces formules. Alors, nous avons 5,2. 5,2, nous avons le dimensionnement proprement dit. Dimensionnement proprement dit. Proprement dit. Voilà. Nous allons faire, il y a plusieurs types de sections. Mais ici, nous allons faire les cas de 2 sections tout simplement. On peut faire 2, 3, mais ça dépend. Mais chaque exercice, dans les exercices, vous allez voir comment est-ce que nous allons prendre les dimensions pour faire le dimensionnement en fait. Ici, nous allons faire 2. Je prends les carrés, je peux prendre aussi les circulaires. Ici, nous avons les carrés. Donc, la section carrée, bien sûr. Et là, nous avons la section circulaire. Les deux que nous faisons ici, mais seulement dans les applications, il y aura une variété en fait que nous allons faire. Alors ici, nous avons sigma, doit être, le sigma est égal à la force divisé par la surface. Alors, ce sigma est admissible. Si ce sigma est admissible, pas de problème. Alors, je peux calculer, je peux tirer S. S égale N sur sigma. Si vous avez sigma qui est admissible, dans les dimensionnements, il faut respecter l'inéquation d'écarissage. C'est-à-dire dans les dimensionnements, connaissant cette contrainte admissible, cette inéquation va jouer toujours. Donc vous aurez ici cette surface. La surface ici doit être supérieure ou égale à N sur S. C'est-à-dire, ça c'est la contrainte créée par la charge. Là c'est la contrainte admissible. La contrainte admissible doit être supérieure ou égale à la contrainte créée par la... Donc ça c'est le principe des dimensionnements. Donc supérieure ou égale à la contrainte créée par la charge. Nous avons 2 contraintes. Connaissant la charge et la surface, ça me donne une contrainte. Et nous avons une contrainte aussi provenant du laboratoire, qui est la contrainte admissible. Je peux appeler la contrainte admissible. Alors, cette section, si cette section est carrée, S, j'aurai A carré, donc une section carrée, c'est-à-dire, nous avons les côtés, les 2 côtés égaux, nous avons A
C'est ça cette section carrée. Et nous avons S qui sera A fois A, donc A carré doit être supérieur ou égal à N sur sigma. Ce qui fait que A sera supérieur ou égal à la racine carrée de N sur sigma. Dans ces cas ici, les poids propres est négligé. Mais lorsque nous prenons en compte le poids propre, on aura le même A. A carré sera supérieur ou égal à N plus P sur sigma. Ceci me donne A qui sera supérieur ou égal à la racine carrée de N plus P sur sigma. Voilà. Nous avons en fait ceci. Nous pouvons aller encore avec la section circulaire. Dans la section circulaire, nous avons les cercles comme ça, dont nous avons besoin du diamètre. Alors, la surface d'un cercle, pi diamètre carré sur 4. Je remplace la section dans cette même inégalité ici. Donc, la section sera supérieure ou égale à n sur sigma. Ce qui implique que pi diamètre carré sur 4 sera supérieur à n sur sigma. Alors, le diamètre carré sera supérieur ou égal à 4n sur sigma multiplié par pi. Et le diamètre sera supérieur ou égal à la racine carrée de 4n sur pi sigma. Ici, le poids propre n'est pas pris en compte. Mais si nous prenons en compte le poids propre, le diamètre sera supérieur ou égal à racine carrée de 4 n plus p sur pi sigma. Ceci est applicable à la traction ou à la compression. Je crois que nous avons fini nos préliminaires et après ceci, nous allons pouvoir nous exercer maintenant. Nous allons nous exercer. Prière de nous suivre attentivement, très attentivement, et vous allez comprendre comment est-ce que nous allons aborder les exercices de la traction et la compression. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à tout le monde qui se connecte à tout le temps pour suivre Auguste Tutoriel. Je vous promets bien des bonnes choses. Restez connectés à toute fois et vous n'allez rien manquer. Vous aurez beaucoup de bonnes choses spéciales en résistance des matériaux. Et après d'ailleurs la résistance des matériaux, il y aura bien de bonnes choses à part la résistance des matériaux. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo.